Bien, nous allons parler de la ligne ferroviaire Morlaix-Saint-Paul-de-Léon-Roscoff. Donc, l'APMR défend le renouveau de cette antenne ferroviaire. C'est avec plaisir que l'association de promotion de la ligne ferroviaire Morlaix-Saint-Paul-de-Léon-Roscoff, donc APMR, a répondu à l'invitation à participer à ce colloque sur les antennes ferroviaires atlantiques. Je me présente, Sylvie Fillon, cofondatrice et présidente de l'APMR depuis sa création en 2015. Avant de présider l'APMR, j'ai participé activement dans les années 80 à l'Association nantaise de défense de l'environnement, ANDE, pour défendre entre autres le retour du tramway à Nantes. Je ne suis pas une technicienne, une équipe multicompétente compose l'association. Je participe à ce colloque pour mettre en lumière le passé de cette ligne et surtout son avenir. Seront évoquées les origines, les trafics concernés, les spécificités de cette ligne ferroviaire, les heures de gloire, le tournant, l'infrastructure, donc tout ça, ça sera vu rapidement, la création de l'APMR, l'implication politique et les engagements associatifs et collectifs pour sauver la ligne. Donc vous avez donc à l'écran le schéma de cette ligne ferroviaire. L'ouverture de la ligne remonte à 1883 et elle est opérée par la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest. 28 km de parcours ponctués de 25 passages à niveau, de haltes et stations pour rejoindre les deux gares principales, Saint-Paul-de-Léon et Roscoff. Elle est à écartement standard et à voie unique. Il est à noter le franchissement de la rivière de la Penzée qui a nécessité la construction d'un viaduc à tablier métallique de 230 mètres de long, culminant à une quarantaine de mètres sur l'estuaire. Le rail est alors le trait d'union entre d'une part une modernité industrielle et d'autre part des territoires agricoles qui trouvent désormais par l'exportation un débouché à leur production. La ligne contribuera fortement au désenclavement et à l'attrait touristique de la région. En 1929, 3 trains par jour circulent. La ligne reste active plus d'un siècle et demi et devient la ligne la plus rentable de tout le fret agricole français. Les trafics concernés. Les voyageurs locaux et nationaux. Un express direct Paris-Montparnasse-Roscoff a existé jusqu'en 1985. Il était donc possible de gagner directement Roscoff au départ de Paris. Les colis et détails à un bon niveau, les marchandises, principalement les productions légumières à destination de la France, l'Allemagne, la Belgique, Pays-Bas. Saint-Paul-de-Léon fut la première gare légumière française, avec un triage d'où partaient entre autres par jour 2 Trans-Europe Express marchandises. Et touristique, avec en particulier le produit à fer et à flot destiné à faire découvrir la baie de Morlaix aux visiteurs en train, TER et en bateau de fin 1998 à 2018. Les spécificités de cette ligne ferroviaire. Elle dessert 4 hauts lieux touristiques, Morlaix, Saint-Paul-de-Léon, Roscoff, l'île de Bas, plus les îles britanniques via le port du Bloscon. Elle est en connexion à Morlaix avec la ligne Paris-Brest, Paris-Morlaix en 3 heures par TGV. Elle concerne tout type de trajet, occasionnel, scolaire, salarié et touristique. Avant la fermeture à la circulation ferroviaire en juin 2018, alors que l'offre était au plus bas, seulement 2 à 3 allers-retours avec une vitesse réduite et des cars en complément, la fréquentation était honorable malgré tout. Cette ligne ferroviaire longe sans les desservir les parkings du port de Bloscon. C'est un port en eau profonde de Brittany Ferries avec desserte de la Grande-Bretagne, Irlande et Espagne. Le port de plaisance, le jardin botanique et exotique et le casino. Ces lieux très fréquentés justifieraient la création d'une halte ferroviaire au droit du port de Bloscon. Avec le jardin botanique, c'est 40-45 000 entrées par an. Cette desserte contribue à maintenir l'intérêt des arrêts TGV en gare de Morlaix,
tout aussi profitable pour les territoires du Léon et Morlaix Communauté, assurant ainsi les correspondances TGV et TER. Les heures de gloire. La croissance de l'utilisation de la ligne est en relation directe avec les 30 Glorieuses et le nouveau modèle économique et agricole qui s'installe en Europe. L'apogée de ce trafic ferroviaire fret se situe entre les années 57 et 81. Dans les années 1970, certains jours, jusqu'à 500 wagons de marchandises empruntaient la ligne. Mais vers les années 80, la concurrence extrêmement sévère de la route entraîne une chute vertigineuse du trafic. Le tournant. Le déclin du fret ferroviaire qui touche toute la France depuis 1973 n'épargne pas la ligne Morlaix-Roscoff. L'infrastructure ferroviaire, qui a presque 100 ans, en 1980, commence à montrer des signes de faiblesse. Des anomalies structurelles sont repérées sur le viaduc de la Panzée. La vitesse maximale de circulation autorisée passe à 80 km/h, entraînant une baisse de l'attractivité de cette ligne. La Société d'initiative et de coopération agricole, SICA, est en pleine expansion. L'export de marchandises s'intensifie, surtout par camions, qui sont de plus en plus nombreux. La tentative de réactiver la plateforme rail route de Kérivin à Saint-Martin-des-Champs, près de Morlaix, via la création de Combi West en 2009 par la SICA, mais dont l'activité n'a débuté qu'en 2011, n'a pas remporté le succès escompté. Combi West a fait faillite en 2016. Cet échec est imputé principalement aux créneaux horaires peu flexibles et peu rentables imposés par la SNCF. Au-delà des années 80, le prix du gazole est bas, rendant le transport routier majoritaire. En 2015, la vitesse autorisée sur Morlaix-Roscoff chute encore pour passer de 80 km/h à 40 km/h. Le trafic voyageurs continue sur une infrastructure toujours plus dégradée. Le temps de trajet entre Morlaix et Roscoff est alors considérablement allongé de 28 minutes à 47 minutes et ce n'est plus du tout attractif. Le produit touristique à fer et à flot souffre d'un manque de matériel, ce qui limite et supprime des voyages et diminue encore plus la fréquentation de la ligne, malgré le succès remporté par ce produit touristique. Le remplacement des trains par des cars fut un échec. L'exploitation de la ligne est mixte, avec dessert par autocar, 37 minutes, et seulement 2 allers-retours ferroviaires l'hiver et 3 en été. L'inondation du 3 juin 2018 a été le prétexte pour anticiper la suppression de la circulation ferroviaire, puisqu'elle était prévue officiellement le 1er janvier 2019. À compter du 2 janvier 2019, l'exploitation du service de transport entre Morlaix et Roscoff n'est plus assurée par la SNCF, mais directement par les services routiers conventionnés de la région Bretagne à travers la ligne 29 du réseau d'autocars Bresgau. La nouvelle plateforme légumière, ouverte en décembre 2020, au lieu-dit Villard-Graines à Saint-Paul-de-Léon, qui rassemble plus de 800 producteurs de légumes et horticulteurs et emploie une centaine de salariés, compte 31 quais d'expédition pour camions et n'est nullement raccordé à la voie ferrée. À ce jour, pas de volonté de la SICA pour du fret légumier ferroviaire. La route qui longe la voie ferrée continue à être transformée par segments en 4 voies, fréquentation routière très importante, avec véhicules légers, camions de la SICA, voitures débarquant des ferries de la Britannie. La Britannie Ferries, qui génère un trafic auto et camions important, ne s'investit pas dans le renouveau de la ligne ferroviaire Morlaix-Roscoff. Fin 2022, le port de Roscoff n'a pas été retenu pour intégrer le réseau transeuropéen de transport, RTET, contrairement au port de Brest, qui de fait verra ses infrastructures ferroviaires fret se moderniser. Alors qu'on était partants ensemble, le port de Morlaix et le port de Roscoff et de Brest.
Enfin, s'est répandue une propagande auprès de la population sur l'inutilité de la ligne ferroviaire au motif d'un manque de fréquentation, de potentiel et d'un coût dispendieux plombant les finances publiques. Infrastructure. Vu l'état de la voie ferrée, il faut refaire l'infrastructure à l'exclusion du tronc commun, infrastructure à maintenir au sein du réseau ferroviaire national, compatible avec un éventuel trafic fret. Cette ligne comprend donc un tronc commun de 2,6 km avec la ligne Paris-Brest, ce qui la rend dépendante du réseau national ferré, avec pour conséquence, à l'avenir, l'exclusion du concept de matériel très léger. La reprise classique de la ligne ferroviaire Morlaix-Roscoff ne nécessite que des travaux d'infrastructure. Le matériel existe, les X73 500, avec une possibilité de verdissement. Le dépôt d'entretien existe à Rennes et le personnel est limité. Elle peut donc faire l'objet d'une rénovation pour une cinquantaine de millions d'euros, somme qui correspond environ à 2 ou 3 km de lignes à grande vitesse ou d'autoroute neuve. Cette opération devrait, selon nous, viser une circulation à 90-100 km/h qui semble possible par le tracé. Il faudrait intégrer la desserte d'une halte au port de Roscoff tout en conservant le terminus en gare, et ce, dans une exploitation au plus simple en navette. Une seule rame utilisée sur la ligne qui pourrait faire l'aller-retour en 1 heure, de sorte à rendre systématiques les correspondances à Morlaix avec les TGV et TER de l'axe Rennes-Brest, et ce, à toutes les heures de la journée. Pour ce qui concerne le tablier de la Panzée, il serait à refaire. La création de la PMR. En janvier 2014, la FNOT a établi une liste d'une vingtaine de lignes TER menacées de fermeture, dont celle de Morlaix-Roscoff. Cette menace de fermeture pour Morlaix-Roscoff planait depuis longtemps, malgré une communication rassurante en 1979 de M. Allas, directeur général équipement de la SNCF, je cite, « La ligne SNCF Morlaix-Roscoff ne disparaîtra pas. Elle sera électrifiée avant 1987. Cela devrait mettre fin aux rumeurs de fermeture de la ligne qui circulaient depuis plusieurs mois dans le pays Léonard. » Je ferme les guillemets. L'avantage de créer la PMR, association apolitique, regroupant des forces vives du territoire, des élus, des citoyens, a permis d'officialiser ce combat à une plus grande échelle auprès des collectivités territoriales, communes, départements, régions, bien sûr SNCF et l'État. Implication politique et engagement associatif et collectif pour sauver la ligne. À la lecture de toutes ces années, de 2014 à ce jour, l'implication de la plupart des politiques est décevante. Nous avons perdu de précieuses années et des financements possibles. L'augmentation des coûts de rénovation de l'infrastructure serviront à certains pour continuer à remettre en cause la réhabilitation de cette ligne ferroviaire. Après la parution par la FNOT de la liste des lignes ferroviaires menacées de fermeture, les propos de la région Bretagne et de RFF, télégramme du 7 janvier 2014, étaient plutôt rassurants, j'ouvre les guillemets. Il est hors de question de fermer la ligne Morlaix-Roscoff, s'insurge le vice-président du conseil régional en charge des mobilités. Cette ligne ne sera pas supprimée, promet également la chargée de communication à RFF. Donc là, vous voyez l'article en question, même les articles en question. La région Bretagne est réticente à sauver ce tronçon, arguant un manque de volonté politique de la part des communes du territoire. On voit que le discours évolue. Des cartes de substitution ont été proposées, mais c'est bien la voiture qui est majoritairement utilisée. Et pour Morlaix-Roscoff, on n'a pas ressenti une réelle volonté des dites collectivités à prioriser le ferroviaire, pas d'inscription au CPR. Alors moi, ça a disparu sur Internet, il y avait un projet de CPR, je ne sais plus dans quelles années, de même que l'électrification pour l'Agnon, etc. Morlaix-Roscoff était indiqué dans le projet de CPR. Et comme par hasard, ça a été supprimé. Voilà. Au contraire, le sujet spontanément n'était pas abordé par les politiques.
ce qui donnait à la population un sentiment d'abandon de la ligne, de défaitisme. L'APMR et maintenant un collectif pour la ligne Morlaix-Roscoff ont permis de relancer le dossier et surtout d'intervenir auprès de la population pour dire que le sort de la ligne, suspendue et non fermée, n'est pas encore fixé. L'APMR a usé de moyens de communication très différents, tant auprès des élus que de la population. Rencontres incessantes et courriers auprès des élus, collectivités territoriales, députés, sénateurs, chambres consulaires, suivi des aléas de lancement de l'étude socio-économique de 2018 et participation aux copines, rassemblements publics, élus, population, à l'initiative de l'APMR et autres, 2019, 2022, 2023, réunion publique APMR, pétition papier en 2017, 6287 signatures déposées à la région Bretagne, et Internet à ce jour, 9153 signatures. Création d'un collectif de soutien au renouveau de la ligne ferroviaire Morlaix-Roscoff en novembre 2022, la PMR en étant une composante qui garde son indépendance d'action. Prise de position par voie de presse, radio, contribution de la PMR aux différents documents d'urbanisme et de transport locaux et régionaux, Stradel, PLUH, SCOT, Avenance et PR Mobilité, participation au comité de développement du pays de Morlaix et au comité d'initiative tourisme local pour promouvoir le produit touristique à fer et à flot. Nouvelle étude en 2023, étude de définition des coûts de rénovation de la ligne ferroviaire entre Morlaix et Roscoff, et nouveautés, et d'exploitation et de recherche de solutions alternatives. La PMR ne comprend pas que la région, suite à l'étude du potentiel qu'elle a fait réaliser en 2018 et qui a mis en valeur un potentiel non négligeable pour justifier le renouveau de cette ligne ferroviaire, engage une nouvelle étude de potentiel. Encore une fois, on essaie de sous-estimer l'utilité de cette ligne ferroviaire, quitte à envisager une voie verte qui ne répondra pas au potentiel de 240 000 voyages par an révélés lors de l'étude de 2018. Si les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire sont actés à la suite des études en cours, afin de ne pas perdre encore des années, la PMR a sollicité la région pour que des études pro-réa soient inscrites à l'IVI du CPER actuel 2023-2027. Les collectivités concernées par la réouverture à la circulation ferroviaire Morlaix-Roscoff sont la région, Morlaix Communauté et Haut-Léon Communauté. Alors que les études ne sont pas terminées, les dernières études, Haut-Léon Communauté ne veut toujours pas, à ce jour, investir, prétextant que ce n'est pas de sa compétence. Morlaix Communauté soutient la réouverture et veut bien financer, mais pas seul. Vu l'obstination du Haut-Léon à refuser de financer, Morlaix Communauté ne donnera pas suite et la ligne ferroviaire sera remplacée par une voie verte, hypothèse prévue dans les études en cours, ou alors par des cars à haute valeur environnementale. La région, face à la prise de position du Haut-Léon Communauté de ne pas vouloir financer, évite ainsi un financement pour cette voie ferrée pour laquelle elle prévoit déjà un service à car à haute valeur environnementale, sous-estimant le potentiel de cette ligne et ne tenant pas compte d'une meilleure offre et meilleure exploitation. Nous sommes, je le rappelle, en cours d'étude, avec un blocage évident et incompréhensible de la part de la communauté de communes concernée pleinement par le renouveau de cette ligne, notamment en sa qualité de territoire littoral connecté à l'Europe, avec le port de Roscoff. La PMR, face à cette étape décisive dans le déroulement du dossier, a interpellé par courrier du 11 mars 2024 chaque élu du Haut-Léon Communauté en leur reprécisant les enjeux touristiques, les enjeux des trains du quotidien et du désenclavement du territoire. La PMR leur a rappelé leurs responsabilités pour les générations futures s'ils se désengagent définitivement du projet de renouveau de cette ligne ferroviaire. Également, dans ce courrier, une comparaison avec les travaux d'Inan-Lamballe a été faite
pour leur indiquer la quote-part financière de chaque collectivité concernée et le coût lissé par un prêt, ce qui ne semble pas être hors de portée pour ces collectivités. Une autre comparaison a été faite avec le renouvellement de la ligne ferroviaire Auray-Quiberon à potentiel équivalent. Au nom de l'équité territoriale, Morlaix-Roscoff devrait être prise en considération pour une réalisation des travaux au CPR suivant 2028. Face à cet enjeu aussi crucial pour notre territoire, la PMR demande que ce sujet soit étudié et débattu par l'ensemble des élus du Haut-Léon Communauté, afin que la décision soit prise vraiment en connaissance de cause plutôt qu'une deux fois deux voix. Copie de ce courrier a été adressée à chaque élu de Morlaix Communauté, du département et de la région. Pour le moment, aucune réaction de la part du Haut-Léon Communauté, de la part de Morlaix Communauté et de la région, via le vice-président chargé des mobilités. Par contre, de la région, quand même, la PMR a reçu des soutiens d'élus de l'opposition, voire des propositions d'intervention au sein de la région. Peut-être une réaction locale malgré tout. Le COPIL du 5 avril, auquel la PMR était invitée, a été annulé pour motif, à la demande de l'État et des collectivités. Il a été jugé nécessaire de réunir un comité des financeurs concernant l'avenir de la ligne ferroviaire Morlaix-Roscoff, préalablement à un comité de pilotage. Donc, nous aurons connaissance a posteriori de leur décision à financer ou pas la rénovation de notre ligne ferroviaire et du montant ad hoc, nos prochains COPIL le 27 mai. Nous le savons, sans la volonté des deux communautés de communes et de la région, le projet de rénovation de cette voie ferrée ne se réalisera pas. Nous continuons à nous battre et à nous débattre pour donner un avenir à cette ligne ferroviaire et par conséquent à notre territoire éloigné des métropoles et porteur de population et d'activités. Merci. Alors cet après-midi, on a donc eu deux récits presque diamétralement opposés. Tout à l'heure, il y avait une étincelle, là, c'est la mèche est mouillée. C'est intéressant de... Je vais donner la parole. Une question simplement de curiosité, mais qui a son sens. Vous avez parlé de potentiel démographique, finalement. Le potentiel démographique, est-ce qu'on peut le comparer à celui de Plouaret-Lannion? Les deux potentiels démographiques se ressemblent ou pas? Je ne sais pas. Mais si on compare avec Guingamp-Paimpol, oui, ça se ressemble, oui. Bien sûr. Vous avez le graphique de Aslo, on a fait la comparaison résidence secondaire et population permanente. Donc dans votre doc Aslo, vous trouverez le graphique présentant les populations permanentes et le poids des résidences secondaires, directes et indirectes, de chacune des antennes atlantiques. Regardez le dossier, c'est un fond jaune et des points verts ou rouges. Donc vous pourrez comparer, c'est relativement comparable, je crois, de mémoire. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, et par rapport à ces fameuses résidences secondaires, aux nouveaux arrivants, parce qu'au départ, ce sont des résidences secondaires, mais après, elles deviennent une résidence principale, faut le savoir. Ce sont ces gens-là qui défendent la ligne. Parce qu'on a une forte population terrienne sur ce territoire-là. Ils ne voient pas trop l'intérêt, alors qu'il y a un intérêt touristique. Enfin, il y a un intérêt, comment dirais-je, pour les trains du quotidien. Mais ce sont plus les gens, entre guillemets, qui viennent de l'extérieur, habiter ce territoire, qui mesurent toute l'importance de sauver cette ligne. J'ai des questions, je peux les poser. Bon, avant de les poser, je voudrais exprimer mon admiration pour ce que vous entreprenez, dans un contexte particulièrement difficile, manifestement. Et justement, mes questions posent sur les raisons pour lesquelles le contexte est aussi difficile. Je voudrais savoir d'une part, pourquoi les SICA, le milieu agricole exportateur de produits légumiers, mais qui est passé totalement du côté de la route, s'en désintéresse, ce qui est peut-être compréhensible compte tenu du fait que la route est majoritaire maintenant. Pourquoi les Britanniques Ferries n'ont jamais été intéressés par la connexion avec la ligne, quand elle fonctionnait encore. Ils ne se mobilisent pas aujourd'hui en faveur de sa réouverture. L'intercommunalité de Saint-Paul de Lyon-Roscoff, c'est ça, au Léon, là, ça regroupe les deux. Pourquoi est-elle passive, voire en sous-main nuisible,
Et quels sont les profils sociaux, économiques des élus qui la maîtrisent? Est-ce que c'est lié avec le lien avec le milieu agricole ou avec le milieu touristique? Comment le milieu touristique est indifférent également, local, parce qu'il y a des enjeux d'accessibilité. Et dernière question liée à ça, est-ce que c'est un héritage du conflit qui, en 1961, a agité le secteur avec la dépéréquation du trafic marchandises et qui a vu les agriculteurs donc s'attaquer avec virulence à la sous-préfecture de Morlaix et arrêter les trains? Alors, pour ce qui concerne, comment dirais-je, il y a beaucoup de choses. En fait, la SICA Britannie, c'est un conglomérat, on va dire, un peu avec un socle commun. Tout ça, c'est lié aussi à la région Bretagne. La SICA, nous, on a rencontré le nouveau directoire pour savoir s'il changeait un peu d'avis sur le sujet. Et ils ont dit, bah, de toute façon, la région, elle a toutes les cartes en main. Elles savent ce qu'on pense. Bon, à eux de nous faire des propositions. Ça, c'était il y a quelques temps de ça. Bon, il faut savoir que la dernière étude dont j'ai parlé, là, qui est en cours, donc il y a dichotomie entre une étude de fret et donc l'étude pour Morlaix-Roscoff, y compris les alternatives en plus du ferroviaire. La région s'est emparée de l'étude fret, parce que nous, on a besoin du résultat de cette étude fret pour nourrir l'étude actuellement en cours pour Morlaix-Roscoff. Or, la région ne veut pas divulguer les résultats concernant cette étude de fret. Donc tout ça, c'est en lien avec la SICA, bien entendu. Quand on voit la SICA qui a construit cette plateforme aiguillère, mais gigantesque, qui a fermé des centres, des petits centres de plateformes agricoles, donc on a encore plus de circulation à se diriger et de tracteurs, parce qu'on parle beaucoup des camions, mais des tracteurs, se diriger donc vers cette grosse plateforme, et qui n'est pas songé une seconde à relier cette plateforme à la voie ferrée pour l'avenir. Enfin, c'est incroyable. Moi, quand j'ai rencontré le nouveau directeur de la SICA, je leur ai dit, mais vous avez réfléchi plutôt, là, dans peu de temps, vos camions thermiques ne pourront plus circuler. Est-ce que vous préférez pas plutôt investir dans des caisses pour aller sur les trains, plutôt que d'investir dans des camions soi-disant plus grands, donc ça fera moins de camions sur les routes, parce qu'ils ont été attaqués au tribunal administratif à Nantes. Ils ont été attaqués parce que ça a augmenté de beaucoup. Les camions, c'était des nuisances, etc. Ah ben, ils ont trouvé la parade, on va mettre des camions plus grands, donc ça fera moins de camions sur la route. Voilà, ils trouvent une réponse à tout. Quant à la Britannie, moi j'ai jamais réussi, mais apparemment je suis pas la seule, l'association APMR, à rentrer, à avoir un rendez-vous, qu'on nous accepte un rendez-vous. La Britannie fait sa petite cuisine toute seule, et personne n'arrive à les rencontrer. C'est bien qu'on est très inquiet parce qu'il y a un projet qui transpire en ce moment, à savoir que est-ce qu'ils vont pas diminuer le trafic bateau comme l'été, et du coup garder et même transporter les bureaux de la Britannie à Cherbourg, tout centralisé à Cherbourg. On se demande s'il n'y a pas un projet comme ça. Donc c'est vraiment incroyable. Il y avait une autre compagnie, Irish Ferries, qui adhérait à l'association et du coup qui était très intéressée, vraiment qui en pouvait plus d'attendre que cette ligne soit réhabilitée, et du coup est partie du port de Roscoff parce qu'ils ont refusé d'agrandir un quai pour recevoir les grands bateaux d'Irish Ferries. Or, ça nous intéressait parce que ce sont des piétons, essentiellement, qui venaient, enfin voilà. Donc on se dit, mais ils font leur cuisine entre eux, et il n'y a pas de communication, on n'arrive pas à communiquer avec eux. Voilà. Alors, au niveau du conseil municipal de chacune des communes, il y a beaucoup d'agriculteurs, ça c'est sûr. Et ils ont un mauvais souvenir, c'est sur des grèves des cheminots. Et ça, ils l'ont en travers. À chaque des expositions, des réunions publiques, etc., on nous balance ça. Nous, on ne veut pas reconnaître le fret, si jamais c'est en partie. On ne veut pas reconnaître ça, mais trop d'avatars. Voilà. Donc, voilà, l'ambiance, on va dire, voilà. Mais Morlaix Communauté est pour. Voilà. Donc, c'est un bon moteur pour nous. Mais maintenant, c'est pas que le Haut-Léon dit qu'elle est contre. Le Haut-Léon dit, on ne veut pas financer. Sous prétexte qu'ils n'ont pas la compétence. Voilà. Donc, voilà où on en est. Voilà. Il y a terminé à propos de l'information sur la Bretagne.
rappeler que la compagnie de l'Ouest sera nationalisée, rachetée en 1908. Pourquoi? La compagnie qui a le moins de déficit, le trafic le moins rentable, en particulier, même si Brest est atteint lentement vers 1857, longtemps, la ligne Paris-Brest sera avec tronçon à voie unique, ce qui permet de comprendre, plus haut qu'hier, des délais extraordinaires pour arriver à Brest avec une vitesse lente de fait, du fait qu'il y a des sections importantes à voie unique. Les trafics agricoles sont des trafics délicats, fragiles, le poisson n'en parle pas, et la pomme pourrie dans les wagons, en particulier, les ouvrages d'art sont nombreux, on l'a évoqué, c'est la graphie qui parle, les ouvrages de type Diaduc en bas et Mondriat, c'est très cher d'entretien. Lorsque, par exemple, au long du bras préciné, on a attribué à la Compagnie de l'Ouest l'école de Carré, la Compagnie de l'Ouest qui subit par la Convention financière ce fait accompli, va s'empresser de se traiter à la Société financière économique, qui est capable de traiter en moyens économiques, en voie métrique en particulier, l'école de Carré. C'est un sous-produit du plan Fraissinet d'annulation, comment réduire les comptes. Et les banques, c'est le plan de Carré à voie métrique sera un handicap du fait que sur le carte de demande, les comptes là, etc. J'ai vu, j'ai cité hier, je pense que c'est à la gloire de Dautry dans les 20-30, de créer, c'est-à-dire enfin ce marché d'été estivant, cette propagande avec des tarifs au marché, troisième classe, train de nuit, etc., de Dautry, qui va enfin apporter un trafic touristique important en Bretagne. Avant lui, ce n'était pas possible pour ces raisons. Compagnie de l'Ouest qui cherche du profit, le réseau de l'État, lui, c'est tout à fait différent comme optique qu'on apporte. Donc, rendons hommage à Dautry, on a vu cette insistance à promouvoir ces 400 plages, 40 heures, 48% de réduction. Troisième facteur, la SNCF Eric, on l'a évoqué rapidement, on va passer alors sur les causes, pourquoi la chute du trafic des transeuropéennes marchandises qui tiraient des trains entiers de chou-fleur de Saint-Paul-de-Léon à Hambourg. Je suis allé de côté il y a 12 ans sur place, comprendre qui était responsable. Donc j'ai été bien accueilli à Saint-Paul-de-Léon par la chambre des commissionnaires et expéditeurs qui nous racontent qu'on est entouré d'une myriade de petits producteurs d'artichauts, de chou-fleur, etc. Et que ça a renforcé une tradition d'un corps de métier important de commissionnaires et expéditeurs qui vont passer leur temps à charger tous les jours de lauréats effrénés, de charrettes, d'artichauts, courir dans les wagons pour ne pas louper les 3 trains qui partent le soir à heure déterminée, dans une pagaille monstre, etc. Bon, tout ça facturé au tarif du lotissement, c'est-à-dire la SNCF, il faut chaque wagon, il y a tel colis de chauffeur facturé par un tel, etc. Bon. Et va arriver le coup fatal, ce que m'a dit le président du syndicat, c'est qu'un jour la SNCF nous dit, écoutez, moi c'est terminé ce lotissement, cette tarification, etc. Vous remplissez des wagons entiers par destination, par chauffeur. Bon. Et là, les camions arrivent tout de suite. Et nous, ça ne nous arrange pas. Au lieu de charger des wagons, on va chercher les camions. Terminé. Voilà. Et là, le marché, petit à petit, part. Voilà, c'est important. Et je reviens, je pourrais évoquer aussi sur la réforme, parce que la SNCF modifie ses tarifs à Val-Lorraine en 1912, avec une tarification kilométrique, je veux dire, volumique, etc. Les Bretons vont hurler en disant, mais nous, le Finistère, le fin fond de la terre, on va perdre beaucoup dans l'intérêt de ces tarifs antérieurs, qui étaient des tarifs beaucoup plus régulés, et donc, ils vont obtenir la compensation, l'annexe B14 du contrat tarifaire, du nouveau tarifaire, ainsi que, donc, Bretons musclés, ainsi que Auvergnats et les Corses, évidemment, qui vont en profiter. Bon. Donc, moi, ce que je retiens, ce qui est énorme, évidemment, c'est de voir que la SNCF, en partie, quand même, responsable dans la prise en charge tarifaire, etc. Donc, j'ai entendu des gens, des anciens des PC de Rennes qui disaient, nous, il y avait des consignes, parce que le train Europe-Est marchandises passé, il y avait la priorité absolue le soir, 2-3 fois par semaine, pour l'aiguiller. Voilà, ça c'est important de comprendre ça. Difficulté aussi, comme de fond. Bon, donc le trafic touristique, je pense qu'il est important.
je pense que ce sera très difficile de remonter avec de charger des chauffeurs sur des wagons. Mais c'est vrai que pour, comment dirais-je, le fret, nous, c'est pas notre bataille, j'allais dire, première, hein, loin s'en faut. Hein. Bon, là, je vais parler pour que vous compreniez les spécificités de cette ligne. C'est le voyageur, avant tout, tant mieux si le fret peut revenir, mais c'est pas notre cheval de bataille. Par contre, notre cheval de bataille, c'est le voyageur. C'est le voyageur. Et ça, on a vraiment... on a ce qu'il faut. Et on a d'autres habitants qui arrivent sur le territoire. Enfin, beaucoup d'étudiants. On a... Enfin, à l'association, on a le CNRS de Roscoff qui adhère. Avec alors, des conférences internationales, le nombre de conférences pas possible, des gens qui viennent de partout, ils ont des notes de taxi, ils en ont marre de payer des notes de taxi. Hein. Ils veulent le train, ils veulent le retour du train à Roscoff. Hein. On a Peraredi, le centre de santé Peraredi, qui est reconnu de par ses spécificités sur la France entière. Les gens viennent vraiment exprès à Peraredi. Bon, on a quand même la Chambre de commerce qui adhère aussi. Enfin, on a des acteurs économiques de première importance et on ne comprend pas que parce qu'en fait, là, notre problème à nous, le nœud du problème, c'est pourquoi le Haut-Léon ne veut pas financer. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui peut les faire basculer? Moi, si quelqu'un a une solution à me donner, moi, je serais ravie, parce que je ne comprends pas. Tous les chiffres, tous les feux sont ouverts, mais c'est eux qui bloquent la situation. Est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre le Trésor avec des salariés et le Pays de Léon avec des petits bourgeois riches qui ont de l'argent, des petits bourgeois qui n'ont pas besoin de se habituer à rouler en bagnole, qui n'ont pas besoin d'aller manifester en tant que... Est-ce qu'il n'y a pas une explication sociologique L'explication sociologique, pour moi, elle vient du cru, si je puis dire, c'est-à-dire à la base, qui n'a pas quelqu'un du milieu agricole dans sa famille, quoi. C'est ça. C'est vraiment une dominante, on va dire, dans la société de ce territoire. D'autant plus qu'avant, ils se sont regroupés avec une autre communauté de communes qui est encore plus agricole. Donc le Haut-Léon, maintenant, c'est deux communes. En fait, ce sont deux communautés de communes qui se sont regroupées et qui renforcent encore le côté agricole. Voilà. C'est des agriculteurs riches. Faut croire. Oui, je voulais dire, Gérard Gauthier, le Pays de la Loire, je reste complètement ahuri lorsque l'on prend connaissance du recensement de toutes les potentialités que cette ligne décèle, et si l'on prend soin également de comparer ce qu'a été l'action de la région politique de programme de Bretagne, on s'aperçoit que toutes les autres lignes antennes bretonnes ont fait l'objet d'une modernisation. On a parlé de Quimper-Landerneau, de Plouarec-Lannion, de Rennes-Saint-Malo, etc. Et par hasard, bon, c'est pour bientôt, je vois, ça fait lier d'autres choses, mais apparemment la bonne solution semble être retenue. Et voilà que la ligne Morlaix-Roscoff est la seule, alors qu'on a parlé du jardin exotique, de l'île de Bar, des ferries, du marché légumier Saint-Paul-de-Léon, j'en passe et des meilleurs, le CNRS, la thalassothérapie. Si avec de telles potentialités cette ligne-là n'a aucun intérêt, très franchement, on rêve. On nous parle de situation climatique, c'est invraisemblable. Moi, je ressens comme un climat d'injustice et d'inégalité que toutes les autres lignes ont le droit à être modernisées, à bénéficier de crédits, et que la seule qui n'a le droit à rien du tout, c'est une véritable inégalité vis-à-vis du territoire. C'est ce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire connaître à l'association dans le cadre de l'Assemblée générale depuis plusieurs années. C'est complètement insensé. Il faut absolument un sursaut des élus et surtout des maires du pays, aussi bien du Léon que du Trégor, parce que là, franchement, ça ressemble à une position d'arrière-garde. D'autant plus que Roscoff, l'été, c'est à plus de 10 000 habitants. Hein. Plus de 10 000, alors que c'est une commune qui a à peu près 4 000 habitants. Hein. Et quand je dis l'été, c'est en avant-saison jusqu'à l'après-saison. Hein. C'est considéré par le préfet de l'époque une commune de plus de 10 000 habitants. Donc aujourd'hui, c'est encore plus que 10 000. Hein.
il y a peut-être un argument qui pourrait les faire évoluer, c'est que vous parlez de la menace de Brittany Ferries de réduire ses fréquentations. Vous pouvez dire à la communauté du Haut-Léon qu'ils seraient en partie responsables de ça. Parce que si effectivement, et c'est plausible, hein, effectivement, cette menace est plausible, je vois qu'ils veulent lancer l'autoroute ferroviaire Cherbourg-Bayonne, donc concentrer, c'est très possible qu'ils veuillent concentrer leur trafic sur Cherbourg pour amener le maximum de camions sur Cherbourg et réembarquent sur le train. Donc effectivement, si le Haut-Léon n'a pas une action vigoureuse et une programmation à moyen terme pour dire non, on veut investir aussi et on veut maintenir ce trafic, ils sont en partie responsables de la situation. Ils se rendent responsables de la situation. D'autres questions? Oui. Moi, j'ai un exemple aussi probant par rapport à votre situation sur Roscoff, Saint-Paul-de-Léon et Mornay. C'est dans l'Orne avec Bagneux de l'Orne. Cette ligne est fermée depuis plusieurs années et c'est une station thermale qui marche toute l'année. Et lorsqu'ils ont mis des autocars, la fréquentation a chuté. Et donc, ce qui veut dire que le faire aujourd'hui, et pour des raisons qu'on a évoquées pendant ces 2 jours, est essentiel, aussi bien pour les habitants et l'aménagement du territoire. À tel point que sur cette ligne-là, à un moment donné, il y avait des relations Paris-Montparnasse, Bagneux-de-l'Orne, ils avaient aménagé des autorails pour que les gens puissent aller en cœur tranquillement, et principalement les gens qui avaient des difficultés de se déplacer. Ils avaient aménagé des autorails spécialement, et au cours de l'été, pendant 2 ou 3 mois, on faisait des paris, il y avait un tour par jour, des paris Bagneux-de-l'Orne, et ça marchait très bien. Et du jour au lendemain, à partir du moment que la collectivité ne finance pas, parce que c'était le cas, le département a complètement abandonné cette ligne-là, et je pense que c'est votre situation aussi, parce qu'à partir du moment qu'il n'y a pas les acteurs et qui se coordonnent, je dis bien qu'ils se coordonnent, et ben malheureusement, on ferme les lignes. Alors on a un prétexte, hein. Un coup, c'est la ligne qui est plus rentable, un autre coup c'est l'infrastructure qui est mauvaise, un autre coup c'est le matériel qui est défectueux, enfin on trouve toujours une raison pour fermer la ligne. Et ça c'est dommageable. Et je crois qu'on peut, par rapport au plan Guillaume qu'on a évoqué, le plan Spinetta qui a été évoqué aussi, malheureusement, à chaque fois, c'est le routier qui l'emporte. On le voit avec les marchandises, avec Saint-Paul-de-Léon. Moi, je vois sur Voutray, c'est pareil. Maintenant, ils reviennent en arrière, ils sont tellement dégradés les routes pour mettre des camions pour transporter des cailloux. Et ben maintenant, ils viennent en arrière parce que les gens, ils vous se pètent. Parce que qui c'est qui finance après tout? C'est nous. Il faut savoir quand même que les camions, c'est 400 millions de dégradation l'année. Hein? Avec ces 400 millions, nous, on pourrait faire la rénovation totale Le Mans-Alençon sur les 2 voies et l'électrification, comme j'ai évoqué ce matin, Mézidon, Saint-Pierre-des-Corps. Pour la même somme, et encore, il y aura encore du rare. Alors voyez-vous que tout dépend des acteurs et c'est tout. Alors, donc, il n'y a pas un consensus des acteurs, malheureusement, on ne peut pas arriver à ce qu'on le recherche. Là, j'ai assisté à un rendu. J'ai assisté à un rendu d'études, c'était sur, comment dirais-je, l'impact de la station biologique de Roscoff, l'impact sur l'économie de ce territoire. Et en préambule, c'était la grand-messe, hein, les architectes de Paris qui étaient là, enfin bon bref, il y avait plein de monde, politique, etc. Et en préambule, c'est ce qui a été dit, hein, qu'il y avait un manque de, comment dirais-je, d'accessibilité sur ce territoire, en préambule. Et dans le déroulé du compte-rendu de cette étude, c'était développé. Je me dis, c'est pas possible, c'est évident, quoi. Il devrait, enfin,
Tout le monde le dit et il capte pas cette importance. Saint-Paul aussi, c'est plus ancien, a fait une étude aussi sur l'attractivité de leur territoire. Pareil, déficit de moyens de transport pour aller commun, pour venir jusque-là. Non, ça ne les interpelle pas. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Le gros problème, c'est les lubies, hein, c'est-à-dire c'est les gros transporteurs, c'est ceci, c'est cela. Quand vous voyagez un petit peu, quand vous voyez les flottes de camions nouveaux qu'il y a dans différentes entreprises, ce qui veut dire qu'on veut détruire le fret totalement. Quand on parle des méga camions au niveau d'Europe, c'est pour détruire le fret, hein, pour pas arrêter. Hein. Comme ça, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, on a 7%, mais demain, on sera combien? Et on passe sans arrêt de pollution et tout ça. Donc, nous, c'est le voyageur qui nous apporte et nous dire on fera une voie verte. Enfin, c'est un non-sens, quoi. Par rapport au potentiel, faire une voie verte, est-ce que les familles vont pouvoir... Parce que moi, j'allais l'été à les trains qui arrivaient de Paris, les familles qui arrivaient avec les poussettes, les enfants et tout, là. Le monde qu'il y avait, enfin, c'était un gentil bazar, hein. Tout le monde s'engouffrait, là, après, pour prendre le terre, pour aller à Saint-Paul ou Roscoff. Mais c'est avec leur voie verte, hein, qu'on va mettre tout ce monde-là. Enfin, ça va être les promeneurs du dimanche, quoi. Enfin, il y a déjà il y a plusieurs vélodyssées. C'est aménagé, certes, peut-être pas comme il faudrait sur le plan de la sécurité, mais tout ce qui est à vélo est déjà bien engagé. Je ne comprends pas. Voilà, c'est incompréhensible. Actuellement, dans le CPR Pays de la Loire, là, qui a été 2023-2027, au niveau de la Sarthe, il y a 2 voies vertes qui ont été financées, qui vont être financées par le CPER, entre la Suze et la Flèche, et la rue de Coulombier, Guillaume. Ah ben c'est dans l'air, hein. Donc c'est dans l'air, on supprime les voies ferrées pour mettre les voies vertes. Parce que maintenant, c'est le vélo qui compte partout, et maintenant, on argumente avec le vélo électrique, c'est plus facile de se déplacer. Mais on ne va pas faire 40 km ou 50 km en vélo électrique. Voilà, c'est ça. Ça représente combien de communes ça représente combien de communes? C'est 2 communautés de communes. Alors combien de communes exactement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne préfère pas dire, mais si, ça représente pas mal de communes, hein, si, hein. Oui. Et du coup, même des communes qui aimeraient bien, parce que nous, pour des raisons économiques, on a proposé justement les arrêts habituels, plus une halte ferroviaire au droit du port de Boscon. Mais en fait, il y a des communes qui souhaiteraient que Aldic retrouve un arrêt, Carlody retrouve un arrêt, enfin voilà, quoi. Mais nous, avec un seul train, une voie unique, à moins de faire une voie d'évitement, mais ça coûtera plus cher, quoi. Donc nous on propose une solution économique. Voilà. Dans le cadre de la mise en place d'une voie verte, qu'est-ce qu'il en est du viaduc sur la Ponzée? Parce que là, tel qu'il est, il est fragile, c'est ça? Et donc, dans le cas de la mise en place de la voie verte, qu'est-ce qui est prévu là? Alors déjà, je ne sais pas. Je vous dirai ça au prochain copie de la fin mai, le travail qui aura lieu, parce que là, ils vont en parler certainement. Hein. Mais par rapport à ce viaduc, ça a été aussi un peu la verrue, j'allais dire, du sujet, à savoir, oui, ça coûte cher, etc. Bon. Enfin, quand même, ça fait des dizaines d'années qu'ils n'ont pas entretenu cette voie. Il y avait un budget qui était prévu pour repeindre le viaduc parce qu'il y a une forte érosion, effectivement. Manque de peau, il y a un effondrement à l'entrée de la gare de Morlaix. Donc cet argent qui était prévu pour repeindre, qui est un sursis, quoi, on va dire, hein, du viaduc de la Panzée avant qu'une décision soit prise, et du coup, il n'y a pas eu lieu des travaux de repeinture. Voilà. Donc on ne sait pas ce que ça va devenir, on ne sait pas. Vous avez cité 40 millions d'euros, c'est ça oui, alors, d'intégrer le renouvellement du viaduc? Le viaduc, c'était quantifié à 5 millions d'euros. Voilà, c'est ça. Pour faire le tablier, voilà. Après, il peut y avoir d'autres manières plus économiques d'envisager la chose. Mais ça, ce que je vous dis, c'était par rapport à 2018. Or, comme on a dit les uns les autres, il y a une inflation, les coûts ont augmenté. Alors là, d'après M. Carnez, on a sauté au plafond, ce sera entre 50 millions et 100 millions d'euros. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Enfin, soit c'est exagéré, ou alors qu'on nous explique vraiment dans le détail tout ça. J'en saurai plus fin mai. Une prochaine copie. Donc, oui. Il faut appuyer sur. Oui. C'est bon.
Quelques précisions et commentaires pour Noé. Alors, la différence entre la voie verte et le transport ferroviaire, c'est que dans l'état de dégradation et de vieillissement, le viaduc ne peut plus supporter le poids des passages des trains. Tandis que si vous passez en voie verte, qu'est-ce que vous aurez dessus? Vous aurez des vélos. Et donc, dans le même état matériel du viaduc, ce qui n'est plus possible pour le train reste toujours possible pour les vélos. Donc il n'y a pas besoin de refaire, en cas de voie verte accessible pour le vélo, vous n'aurez pas besoin de refaire le tablier du viaduc sur la PNZ. Alors, quelques commentaires, quelques idées sur les problèmes que vous rencontrez et comment éventuellement les surmonter, compte tenu de notre expérience à nous à Laszlo. Il est évident que l'intercommunalité du Haut-Lyon représente un facteur de blocage très ennuyeux pour votre stratégie et qui permet à la région de se défausser complètement. Donc, pour faire sauter ce verrou, 2 pistes peut-être. Il est évident que ce que vous avez décrit des milieux économiques, il n'y a rien à espérer apparemment de Brittany Ferries et du milieu agricole de la SICA. Donc le seul milieu qui serait peut-être réceptif pour vous et sur lequel il faut travailler, c'est les autres milieux économiques, à savoir tout ce qui vit du tourisme, le laboratoire de Roscoff, enfin embarquer tout ça pour progresser et agir également si l'intercommunalité vous bloque, travailler les conseillers municipaux des communes membres et mettez en porte-à-faux l'intercommunalité. Et en vous appuyant sur les milieux économiques, divisez le front commun, ou en tout cas faites sauter le front commun, SICA Brittany, en créant une contre-force sur laquelle vous appuyez pour fissurer ce blocage, les forces de ce blocage qui vous opposent. D'autant plus que on a le sentiment, on peut avoir le sentiment que la région joue un jeu pas très clair. Ce qui, d'après en tant qu'observateur extérieur, ce qui a toujours obnubilé la région, c'est la LGV Le Mans-Rennes, le prolongement de la LGV Le Mans-Rennes, et puis maintenant le prolongement de la LGV au-delà de Rennes, vers Saint-Brieuc et vers Vannes-Lorient, pour lequel elle continue à promouvoir des études et espérer un horizon qui est aussi incertain que la réouverture devant les Roscoff, malgré tout, cette réalisation de prolongement de la LGV. Et ce n'est vraiment que contrainte et forcée que la région Bretagne s'est engagée sur la rénovation de Dinan-Lamballe, de Dole-Lamballe, ainsi que sur la rénovation de Rennes-Châteaubriand, a fortiori au-delà du bassin suburbain rennais pour rejoindre Châteaubriand. Donc manifestement, et c'est une constante, parce que je faisais allusion ce matin à votre cas à travers l'attitude du département du Finistère. Alors bien sûr, arriver à remettre dans le coup, maintenant que Brest-Quimper est réglé, arriver à remettre dans le coup le département du Finistère, c'est également stratégique pour vous. Alors le département du Finistère est concerné éventuellement, mais alors par Carré-Guingamp, et il reste deux lignes sur la sellette en Bretagne qui concernent essentiellement le Finistère, Carré-Guingamp et Morlaix-Roscoff. Donc éventuellement, voilà, il faut réfléchir et puis voir un peu quelle est la marge de manœuvre pour remettre dans le coup le Finistère, pour mettre en porte-à-faux à son tour indirectement la région Bretagne. Alors concernant le département, on a une réponse, à savoir qu'ils suivront, qui les autres donnent le là. Oui, enfin c'est une réponse de Ponce Pilate. Exactement. Donc il faudrait travailler les conseillers départementaux. Et vous appuyez sur Morlaix Communauté, parce que Morlaix Communauté, c'est quand même un point important dans le Finistère. Mais Morlaix Communauté nous a répondu, c'est ce que je disais là, qu'en fait, si le Haut-Léon n'accepte pas, ils ne pourront pas suivre. Oui. Mais moi, la question que je me posais, c'est par rapport à l'étude en cours. Si jamais, effectivement, le Haut-Léon ne veut pas suivre, est-ce qu'on a un recours possible ou pas? Vous pouvez toujours faire des contre-expertises. On vous l'avait proposé d'ailleurs éventuellement, hein, vous l'avez dit. Hein. Alors il y a un enjeu d'ailleurs sur l'optimum du temps, la vitesse à laquelle... Parce que il faut de toute façon rénover la voie ferrée, il faut la refaire complètement. Bon.
ce qui détermine la vitesse limite, ça ne va pas être l'armement de la voie ferrée, ça va être l'équipement et le tracé. Donc si vous faites une voie neuve, que vous rouliez dessus à 90 ou à 120, le coût d'investissement va varier, ne va pas être proportionnel à l'augmentation de la vitesse. Derrière ça, vous avez un enjeu très important, qui est le temps de trajet Morlaix-Roscoff. Bon, si vous abaissez le temps de trajet Morlaix-Roscoff en augmentant la vitesse, vous pouvez éventuellement répondre positivement aux demandes de création d'arrêts supplémentaires, toujours dans l'aller-retour dans l'heure. Et à ce moment-là, vous agglomérez des alliés avec les communes qui potentiellement vous dites attention, si on roule, on vous desservira, à condition qu'on roule à 120. Donc voilà la manœuvre stratégique sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour un montant d'investissement qui ne sera pas beaucoup plus important. On en a l'expérience sur Nantes-Saint-Gilles. Le projet de rénovation qu'on roule à 90 ou à 120 ou à 140, puisqu'on a obtenu 140, ça modifie quoi? Ça modifie uniquement la distance d'annonce au passage à niveau. C'est-à-dire les câbles, la longueur de câble qu'il faut tirer entre les pédales qui déclenchent la fermeture de passage à niveau et les passages à niveau. Donc, c'est relativement minime par rapport à l'ampleur d'un renouvellement de voies et ballast auquel vous serez confronté avec le traitement des ballasts. Sur les devis, il y a des gens, on peut vous mettre en rapport avec des gens qui pourront faire, comme Jean-Marie Beauvais a fait, une contre-expertise des devis et pour vous dire ça c'est indispensable, ça c'est pas indispensable. Et à ce moment-là, il faut porter le débat sur la place publique, en vous appuyant sur la compétence des experts qui ont fait la contre-expertise, et les mettre en porte-à-faux, là en les interpellant. Il faut que vous ayez également les médias dans votre poche. Et dernière possibilité, vous pouvez aller voir ce qui se passe ailleurs où il y a eu des expériences réussies. Il faudrait bien vous accueillir ici, par exemple. Oui, Pierre-Henri est peut-être votre assistant à la maîtrise d'ouvrage, d'une certaine façon, en recyclant l'expérience de l'ASLO. Bon, je vous propose une chose, il y a une petite collation qui nous attend, ce serait le moment d'aller peut-être au soleil, de nous dire au revoir de façon conviviale, tous ensemble. Alors, on vous remercie, Madame Fillon, avec ce dernier exposé et qui effectivement montre l'étendue des problèmes qui subsistent un peu partout. Voilà, donc on se retrouve peut-être... voilà.